reviens vers vous. On a beaucoup parlé des outils qui peuvent permettre à la fois de conserver le lien avec la clientèle ou avec les équipes, et puis tout simplement de continuer à travailler et d'être performant. Pardon. Quels sont-ils, ces outils? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est... Voilà, sans rentrer dans un grand catalogue, mais est-ce qu'il y a différentes grandes catégories? Oui, c'est très très difficile de répondre à ce type de questions parce que l'exemple de Coralie est très intéressant parce qu'elle est dans le recrutement et les outils qu'elle va utiliser pour faire ses process de recrutement, ses entretiens, ses tests, son suivi, son CRM, ce qu'on appelle les outils CRM, ne seront pas les mêmes parce que son activité, le recrutement. Des secteurs d'activité, il y en a énormément. Et il y a des outils qui sont de plus en plus spécialisés pour permettre d'outiller chaque secteur d'activité. On fait du prêt-à-porter. On fait aujourd'hui... C'est ça. Vous proposez, enfin, quand je dis vous, ceux qui sont sur ce type d'activité, de prestation, vous proposez aujourd'hui des outils informatiques Oui, en fait, si vous voulez, on a besoin de savoir quelle est l'activité de cette personne, quelle est son appétence au digital, de combien de personnes est composée son équipe, comment elle veut fonctionner, est-ce qu'elle veut mieux fonctionner en interne, est-ce qu'elle veut mieux fonctionner en externe, est-ce qu'elle a des process existants. Il y a énormément de questions autour de cette notion de l'outillage. C'est là qu'on accompagne les personnes parce qu'on ne peut pas juste mettre en place un outil et espérer que ça fonctionne sans connaître, l'adapter à l'entreprise en question et aussi sans l'adapter à l'appétence des collaborateurs à prendre en main ces outils-là. Alissa Darcourt, psychologue du travail, une de nos deux psychologues, il y a également Noélie Alvarad. À vous deux, je pose la question à toutes les deux, on a vu, on l'a dit, il y a des outils effectivement qui permettent, mais il y a l'impact à la fois de ce nouveau contexte et de ces nouveaux outils sur le vécu des salariés. On va y revenir tout au long de ce webinaire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les grandes tendances de ce que vous avez pu constater en termes d'impact, d'influence, d'effet psychologique singulièrement sur les salariés? Alors, je vais commencer à intervenir et je laisserai ensuite la parole à ma consoeur Noélie. Alors, par rapport à ces changements qui, comme Florence le soulignait, ont été quand même très brutaux et quelque part, il a vu vite mettre en place les outils nécessaires pour cette continuité de service. C'est vrai que la rapidité a fait que finalement, les personnes n'étaient pas forcément prêtes. Donc, on arrive dans une situation où c'est la crise, tout le monde doit rester chez lui et on met en place des outils numériques, sauf que tous les collaborateurs n'étaient pas forcément prêts à cela, tous n'étaient pas forcément non plus à l'aise ou encore maîtrisaient ces outils-là. Donc c'est vrai que ça a aussi créé quand même des frustrations. On se retrouve dans un nouveau cadre, on travaille chez soi. Donc c'est vrai que pareil, finalement, la limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle, finalement il y a un flou autour de ça. Et au-delà de ça, il y a aussi le sentiment d'isolement de certaines personnes parce qu'on n'a plus ces interactions avec ses collègues. L'organisation du travail est totalement bouleversée. Donc même pour les managers, il a fallu aussi qu'eux-mêmes s'adaptent. Et on a vu justement se développer le management hybride où il a fallu finalement commencer à manager à distance. Et là, encore une fois, les personnes n'étaient pas prêtes à cela. Donc ça a aussi engendré des difficultés. Et c'est vrai que alors, la mise en place d'outils spécifiques a aussi aidé à quelque part garder le lien. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait de manière très simple. Ça a été douloureux pour certaines personnes. Au-delà de ça, par rapport à cette crise Covid, on a vu aussi apparaître l'importance qu'on donnait au sens du travail. Parce que beaucoup de personnes se sont remises en question par rapport à mon activité. Est-ce que je le fais aujourd'hui? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je m'épanouis dans mon travail? Et cette question du sens aussi, elle a été très importante. Et on a vu aussi beaucoup émerger des questionnements, des personnes qui aussi se sont orientées davantage via le bilan de compétences pour pouvoir
mieux choisir son projet, son parcours et quelque part aller aussi vers cet épanouissement. Puisque le fait de se retrouver chez soi, où on est quand même dans un cadre aussi anxiogène, parce que la situation Covid a aussi créé ça, des angoisses, de l'anxiété, et tout ça, ça a amené aussi des questionnements beaucoup plus profonds sur les attentes et le sens de mon travail, le sens de ma vie. Alors, comment intervenir après une si belle synthèse? C'est une brillante intervention, mais je sais, c'est toute la difficulté, je suis sûr que vous allez trouver. Alors, est-ce que vous pourriez reprendre la question? Du coup, ça me permettra de... Je voulais savoir, Noélie, on a parlé des outils, des nouvelles organisations du travail. 2 mots sur l'impact, les effets psychologiques, l'impact, oui, de ces nouvelles organisations, de cette nouvelle manière de travailler dans un contexte très particulier, parce que c'est rarement un choix. Enfin, là, sur les derniers mois, ça a été, voilà, il faut répondre, il faut trouver une solution. On va faire ça parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Quel impact sur les salariés, qu'ils soient d'ailleurs managers ou collaborateurs? Alors, du coup, je vais reprendre un peu ce qu'a dit ma consoeur. Effectivement, les choses se sont faites de manière très précipitée. Donc, les personnes ont dû devoir faire un effort pour pouvoir s'adapter, ce qui va forcément épuiser davantage, hein, dans un contexte déjà où les émotions négatives vont vraiment, comment vous dire, oppresser les salariés. Donc on a aussi cette difficulté à avoir le soutien social puisqu'on va être chez soi, on n'a plus le rapport avec ses collègues, donc on ne fait plus forcément de pause également. Donc on va avoir cette attention sur l'écran qui va être assez prolongée. Donc, cette frontière vie privée, vie professionnelle, comme elle l'a dit, qui va être floue, assez de choses qui vont intensifier, on va dire, la relation au travail finalement, et qui vont rendre l'adaptation assez compliquée. Karine Babul, vous êtes avec nous, bonjour, rebonjour. Vous êtes bonjour. Avec nous depuis l'Hexagone, si je ne dis pas de bêtises, chargée de mission à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On a là commencé à dresser le tableau de la situation ici en Guadeloupe. Au plan national, on a globalement les mêmes tendances, les mêmes constats, les mêmes retours d'expérience. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les collectifs ont dû faire preuve de beaucoup d'adaptation, de créativité pour être au rendez-vous de leurs objectifs dans un contexte très bousculé. Et effectivement, la question du management hybride, comment est-ce qu'on accompagne, c'est ce que l'on intervient énormément en ce moment sur cette question-là, hein, comment on accompagne les organisations sur ce travail hybride au-delà du télétravail, hein, finalement. Et j'aimerais reprendre peut-être une définition de ce que pourrait être le travail hybride, hein. On s'aperçoit que, il y a des activités individuelles et collectives qui sont à présent en présentiel ou en distanciel et qui, selon les contextes, ont des niveaux de contraintes et de ressources qui sont très 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 variables sur la question des espaces, mais aussi, vous l'avez dit, sur la question des équipements et du numérique, la charge de travail et le temps de travail, etc. Et on s'aperçoit que la question notamment des équipements et des outils, c'est véritablement une question centrale, avec on s'aperçoit des situations problèmes qui sont extrêmement diverses, hein. On s'aperçoit que encore aujourd'hui, parfois, certains managers n'ont jamais organisé une visioconférence pour effectuer une réunion à distance. Oui, ça existe. On a des individus qui, pour télétravailler, doivent préparer à l'avance, et ce pour 2 jours de télétravail consécutifs, parce que sinon c'est trop compliqué, donc parce tout n'est pas numérisé, donc ils vont rassembler leurs dossiers, les mettre s'ils ont un sac à dos, pouvoir les transporter, avec la question de la sécurité parfois des données. Et puis on a aussi des situations problèmes sur site, avec parfois des personnes sur
site qui doivent gérer bien des questions qui ne sont pas de leur propre fait, c'est-à-dire qui concernent d'autres personnes qui sont à distance, mais comme on n'a pas pu rentrer en contact avec elles, ça passe par ceux qui sont sur site, et donc il y a des régulations parfois a posteriori, et ça peut créer des tensions dans le collectif. Donc, vous voyez, ces organisations hybrides, elles peuvent provoquer des situations problèmes. Alors, parfois, les collectifs jouent aux équilibristes, mais arrivent malgré tout à être au rendez-vous de leurs objectifs. Mais parfois, ça passe par, pour ce dossier-là complexe et urgent, on va tous revenir sur site parce qu'on sait qu'on a besoin de discuter, de trouver une solution ensemble. Et à distance, c'est trop compliqué parce qu'on n'est pas encore habitué, les équipements ne sont pas encore en rendez-vous. Même si on a l'ordinateur portable, parfois encore beaucoup, il n'y a pas la caméra, que ce soit sur site ou à distance. Donc, organisation hybride, on parle beaucoup d'entreprises libérées, etc. Mais concrètement sur le terrain, voilà, c'est toute une transformation des nouvelles habitudes, des nouveaux repères qui sont extrêmement variés d'une entreprise à l'autre, hein. Certaines entreprises qui sont rompues à l'exercice du numérique parce qu'elles sont dans un secteur d'activité lié, etc., n'aura pas du tout la même situation que, parfois, dans certains secteurs de la fonction publique, hein, voilà, il y a des situations extrêmement variées, et la question d'équipement, c'est important. Alors, il y a aussi la question des espaces et des lieux, mais je ne vais pas monopoliser la parole, vous pourrez me relancer sur cette question-là, des espaces, des questions des bureaux et puis du domicile. Voilà. On va effectivement en parler dans un instant, parce que ça aussi, c'est une question importante. Je voudrais auparavant, en termes de retour là aussi d'expérience, vous demander à vous, Maïté Marie-Antoinette, vous êtes directrice du développement de la demande au CTIG, Comité tourisme de Guadeloupe. Pour vous, le retour aujourd'hui, le bilan que vous faites de ces 2 ans, pour le moins difficiles, agités et angoissants, ça a bougé au CTIG. Vous avez dû vous aussi vous adapter. Nous adapter, c'est le mot du jour, je crois bien, effectivement. Bonjour à tous. Alors effectivement, j'évolue au sein d'une entreprise qui, paradoxalement, avait traditionnellement été foncièrement contre le télétravail, et du jour au lendemain, de manière complètement obligatoire. Alors, si je me permets de... Vous dites foncièrement dès le départ d'où on était... Et paradoxalement, puisque le siège se trouve à Pointe-à-Pitre, nous avons des antennes à Paris, des bureaux à New York, récemment des bureaux au Canada, des représentants sur les marchés alémaniques à l'époque. Donc on était vraiment dans un paradoxe où cette notion de distance entrait déjà dans l'activité de l'entreprise. Et pourtant, le télétravail était, on va dire, refusé de manière quasi systématique. Et avec cette crise sanitaire, du jour au lendemain, on n'a pas eu le choix de passer en 100% remote, en 100% télétravail. C'est une révolution culturelle. Ah, complètement. Mais quelque part, les services étant différents, certains avaient déjà cette habitude d'être présents dans le cadre de leurs fonctions en dehors du bureau. Donc ça passe par la participation à des salons, par exemple. Donc on est présent en extérieur. Je le disais tout à l'heure, des tournées commerciales au sein des agences de voyage, des rendez-vous, des accompagnements de journalistes aussi sur le terrain. Donc on avait déjà ce volet un peu hybride qui était évoqué tout à l'heure. Mais le bouleversement de ce passage au télétravail n'a pas forcément été vécu, puisque Alicia l'évoquait tout à l'heure, on était quand même, rappelons-le, dans un contexte foncièrement anxiogène, hein. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc en termes de management aussi, cette vision à long terme qui n'était pas présente et qui rendait compliqué la planification de management, de cet accompagnement au changement. Au-delà de ça, il y a quand même eu un effort de fait pour outiller les collaborateurs. On parle d'outils informatiques, hein, ordinateur portable, téléphone portable. Les bureaux étant fermés, puisque jusque-là, recevant du public, on a dû mettre en place des hotlines pour permettre aux clients, en plus, de se renseigner sur les restrictions, est-ce qu'il était possible ou pas de venir, de repartir, etc. Donc c'était un véritable bouleversement pour nous. Mais au-delà de ça, grâce justement à cette réactivité, à cette adaptabilité, on a quand même réussi à maintenir une activité, le service minimum, entre guillemets, tout au long de cette crise. Et puis,
vient et forcément, hein, quand on voit que ça dure, la mise en place de formation, puisque au-delà de l'outil technologique, il faut aussi former les salariés. Certains sont plus ou moins réticents aux nouvelles technologies, donc la formation des salariés, mais aussi des managers. Le management à distance était mentionné, le management en télétravail, les entretiens. Alors oui, on a fait énormément de visio, énormément de réunions en visio, justement pour garder ce lien avec l'équipe et éviter l'isolement social qui était parfois très difficile à vivre pour beaucoup. Merci Maïté. On le constate, il y a de l'appétence ou des réticences à la fois du côté des salariés, des équipes, mais également des managers et des structures en elles-mêmes, avec des cultures plus ou moins ouvertes en quelque sorte à cette adaptabilité. Quand je dis culture, je parle de culture d'entreprise, attention, comprenons-nous bien. On a évoqué, c'est Karine tout à l'heure qui a commencé à poser la question des espaces, même de l'organisation. Il y a cette question sur laquelle on va revenir d'ailleurs du télétravail et du travail à distance, mais ce n'est pas la seule évolution constatée, on l'a déjà dit. Et parmi les évolutions d'organisation, de manière très concrète, il y a l'organisation de l'espace. On a plus ou moins de collaborateurs qui sont présents sur le site. On a ouvert les espaces, ce qu'il ne faudrait pas, compte tenu de la propagation du virus, revenir en arrière et au contraire avoir des espaces plus fermés. On va évoquer tout cela. Et pour commencer, je voudrais vous demander à vous, Sandra Sablon, vous êtes ergonome. Cette question, avant de voir les espaces, cette question même du rapport au travail à distance, cette question des équipements informatiques, de la nécessité, de la contrainte de se retrouver plus ou moins longtemps devant son ordinateur, etc. Tout ça, c'est votre cœur de métier parce qu'il faut tâcher de mettre les salariés, les équipes dans les meilleures conditions, y compris physiquement, pour pouvoir travailler comme ça. Oui, bonjour. Effectivement, alors je pense que les intervenantes, comme vous avez dit précédemment, ont évoqué différentes problématiques auxquelles nous avons été confrontés avec cette crise sanitaire et l'apparition, en tout cas peut-être pas l'apparition, mais le développement de certaines pratiques professionnelles, parce que le télétravail, il a existé avant la crise sanitaire. Ce qu'on peut observer, c'est que effectivement, il était réservé à certains métiers, à certaines fonctions dans l'entreprise, pardon. On peut noter qu'il s'adressait plutôt aux cadres, à qui on proposait justement d'avoir cette possibilité de se mettre en télétravail pour des tâches de production qui nécessitaient de la concentration, pour être moins dérangés. Il était aussi proposé pour des personnes qui avaient des situations personnelles en matière de santé difficiles, parce que ça permettait justement d'avoir une alternative par rapport à une présence physique dans l'entreprise qui pouvait être trop sollicitante pour eux sur la totalité de la semaine. Donc ces personnes avaient déjà des réponses, alors c'était plutôt des réponses RH par rapport à ces situations en matière de santé, le fait d'alterner des jours de travail au bureau et des jours de travail à la maison. Certaines entreprises avaient déjà des accords sur le télétravail, donc la possibilité d'avoir un jour par mois. Alors, on n'était pas quand même de manière assez régulière sur un jour par semaine, mais on avait ça dans son volume de jours de travail annuel, la possibilité d'avoir 1, 2, 3. Enfin. Donc, le télétravail a existé avant la crise sanitaire et était déjà réglementé. Alors, la crise sanitaire, effectivement, a bouleversé tout ça parce qu'on a parlé du télétravail. Mais ce que la crise sanitaire aussi a apporté, c'est que c'était un télétravail en confinement. Donc, en fait, les salariés se sont retrouvés en télétravail, mais à la maison, avec l'impossibilité de circuler librement et avec, pour ceux qui avaient des familles, les membres de la famille à la maison, dont les enfants, qui peuvent avoir des âges variés. Donc, nous, pendant, on va dire, l'année 2020 a été, vous avez parlé d'adaptabilité. L'année 2020 a été plutôt une course effrénée de par notre activité d'ergonome
pour répondre à l'urgence qu'avaient les entreprises de trouver des solutions vis-à-vis de ce télétravail, dans un premier temps qui était sur un confinement strict, et puis on a vu en fonction de l'évolution de l'épidémie qui s'est assouplie. Il y a un autre élément aussi, puisqu'on parle du travail hybride. Toutes les entreprises n'ont pas vu leurs salariés partir à domicile en télétravail. Certaines entreprises, notamment ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale, ont dû maintenir leur activité sur site. Et donc, par rapport à ces questions, ce sujet sur lequel vous m'invitez, l'espace de travail, oui, il y a eu des sujets d'aménagement d'espace de travail à domicile pour les personnes en télétravail, mais il y a eu aussi, par rapport à cette crise sanitaire, ce virus, des réaménagements des espaces de travail pour les personnes qui étaient sur site. Donc, on a dû mettre en place des aménagements qui répondaient à la distanciation physique. On a dû mettre en place des aménagements qui permettaient d'aérer les locaux plus régulièrement. Enfin, toutes ces mesures de santé publique, on a dû aussi les intégrer et les décliner dans l'aménagement des postes de travail sur site. Travailler chez soi, j'ai envie de dire que l'employeur se sent concerné par l'aménagement physique sur site parce que c'est dans son entreprise, parce que c'est lui qui fournit les moyens, parce qu'il l'a sous les yeux, donc il peut prendre aussi conscience s'il est adapté ou inadapté. Alors que le télétravail à domicile, on rentre dans la sphère privée. Et effectivement, ce que vous avez évoqué, est-ce qu'on avait les outils numériques, même est-ce qu'on avait une connexion correcte, parce que les premières problématiques, c'était j'arrive pas à me connecter parce que j'habite à la campagne. On est en Guadeloupe, hein, donc j'habite à la campagne, ça coupe, ça passe, selon si l'outil qu'on a choisi, ça prend plus ou moins de bandes passantes. Non, on a vraiment vécu quelque chose d'assez stressant pour tous, à la fois les salariés, les collaborateurs, les managers, les dirigeants, et puis nous qui accompagnons ces entreprises qui devions aller plus vite qu'eux pour pouvoir, ce qu'a évoqué l'intervenante de l'ANACT, identifier, anticiper les situations problèmes pour les aider collectivement à trouver des solutions. On va voir ce que ça donne physiquement dans l'organisation physique des sites de production, des lieux de travail. On va y revenir dans un instant. Je me tourne un instant auparavant vers Karine Babul. À nouveau, Karine, chargée de mission à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Deux questions auxquelles je vais vous demander de répondre assez rapidement, dans les grandes lignes, parce qu'après, ceux qui nous suivent pourront aller chercher d'autres précisions. Mais d'abord, que prévoit le Code du travail en termes d'accompagnement ou de prise en charge par l'entreprise des frais liés à cette nouvelle organisation, singulièrement le télétravail? L'ordinateur, la connexion, on en parlait. Est-ce qu'il y a possibilité de prise en charge totale ou partielle par l'employeur sur ces frais, en quelque sorte, y compris d'ailleurs physiquement, une chaise sur laquelle, un fauteuil un peu plus confortable. Et puis, autre question, j'allais dire presque question piège, Karine, question qui nous vient par Internet, quelqu'un qui nous suit. Comment concilier secret professionnel et télétravail? Tout à l'heure, on évoquait la question, c'est vous qui en parliez, de rentrer à la maison éventuellement avec son sac à dos rempli des dossiers pour aller finir de travailler le week-end chez soi. Bon, ça existait même avant la crise Covid. Mais très concrètement, sur cette question de la cohabitation, du partage, parce que vous le rappeliez à l'instant, Sandra, on se retrouve à travailler chez soi, et donc au milieu de la famille, éventuellement des amis qui passent, du facteur qui distribue, encore qu'on a eu moins de distribution de courrier pendant la crise. Karine ?
Oui, alors je ne vais pas complètement répondre à vos questions parce que moi j'ai des éléments à apporter justement par rapport à ce qui vient d'être dit qui me semble important, mais effectivement sur la question des frais, si on regarde les accords télétravail, ce qui se fait généralement c'est que eh bien, l'entreprise propose une enveloppe à l'entrée en télétravail, mais qui, comment dire, est relativement faible, sauf dans des entreprises qui ont beaucoup de moyens. Hein, donc, on est sur du 100-200 euros, voilà, pour du matériel. Et puis ensuite, il y a une indemnité journalière, enfin une indemnité en fonction du nombre de jours de télétravail dans l'absolu en fonction des forfaits qui sont proposés. Hein, donc, et ça, ce sont des éléments qui sont très encadrés. Et c'est relativement faible également. Hein, donc, on ne peut pas, ce n'est pas suffisant, disons, si vous voulez vous acheter une table qui se règle à hauteur électrique. Hein, donc, voilà, c'est des coûts qui sont pris en charge en partie, mais qui ne permettent pas de transposer le bureau complètement au domicile. Moi, je voulais rebondir quand même sur ce qui vient d'être dit et notamment la question du full remote. Hein, peut-être juste attention à bien distinguer ce qui relève du travail à domicile, qui est du 100% télétravail, et du télétravail, qui est rappelons-le, réversible et volontaire. Et pourquoi je dis ça? C'est par rapport aux espaces et aux lieux, justement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont de plus en plus, eh bien, qui ont envie de tester peut-être l'aménagement, le réaménagement des espaces de travail. Et le point de vigilance du réseau sur ces questions-là, c'est de dire attention à ce qu'il y ait toujours la possibilité d'effectuer les activités individuelles et collectives sur site et qu'il n'y ait pas du travail empêché, dégradé, ce qui amènerait les individus à être en télétravail, mais de manière subie. Et rappelons-le, les conditions de télétravail à domicile ne sont pas toujours au rendez-vous. Il y a une grande iniquité de conditions de travail à domicile et les salariés, les collaborateurs ne vont pas nécessairement le dire aux employeurs qu'ils n'ont pas de bonnes conditions de travail à domicile parce qu'ils veulent garder cette possibilité-là de télétravailler qui est tout à fait importante, mais effectivement, les conditions de travail ne sont pas nécessairement au rendez-vous et les entreprises ont intérêt à, notamment en télétravail exceptionnel, hein, on parlait du télétravail exceptionnel, c'est un sujet qui est pas du tout, qui est très peu questionné dans les accords. Eh bien, quid des alternatives possibles en télétravail exceptionnel pour revenir éventuellement sur site ou sur site distant ou dans d'autres lieux tels que les tiers-lieux. Et cette question des tiers-lieux, notamment, elle est tout à fait intéressante en télétravail exceptionnel, mais aussi en télétravail occasionnel et régulier, justement par rapport à cette iniquité de conditions de travail à domicile. Après, sur la question, pour répondre malgré tout à votre question sur la question de la sécurité, effectivement, ça c'est un sujet qui revient très régulièrement dans les débats. On ne peut pas, effectivement, ça ce sont des comment dire, des consignes hein, que l'on peut, comment dire, donner aux salariés, hein, mais le maître mot du télétravail et du travail hybride, ça reste la confiance. Donc attention à tous les dispositifs qui pourraient être mis en place pour vérifier un certain nombre de choses, vérifier les connexions. Et on l'a vu sur beaucoup de terrains, la question de la sécurité, c'est aussi quelque chose qui peut être très contraignant, notamment pour utiliser certains matériels ou à domicile, par exemple. On ne peut pas brancher une clé USB sur l'ordinateur, on ne peut pas imprimer sur une imprimante personnelle. Il y a beaucoup de choses qui, pour des raisons de sécurité, viennent venir surcontraindre le télétravail. Donc, cette question de la sécurité, c'est très, très intéressant justement pour voir où est-ce qu'on situe le curseur. Un mot encore, Karine, sur un concept que vous avez abordé. Je voudrais que vous précisiez un instant sur ces tiers sites, la possibilité de travailler non pas chez soi ou sur le lieu de l'entreprise, mais dans un autre lieu.
Oui, alors ce sont des espaces qui peuvent être des tiers-lieux, des espaces de coworking. Alors ça a un coût pour l'entreprise. Certaines entreprises les mobilisent justement pour offrir des alternatives, pour un souci d'équité. Et actuellement, notamment, le réseau Anactaract, à travers le Fonds d'amélioration des conditions de travail, finance la branche des tiers-lieux qui est France Tiers-Lieux, pour voir à quelles conditions le télétravail peut être intéressant en tiers-lieu à travers des binômes entreprises tiers-lieu pour voir effectivement quel est l'intérêt et peut-être pousser au niveau national des marges de manœuvre du point de vue de la fiscalité qui pourrait encourager les entreprises à aller vers ces espaces-là parce qu'effectivement encore aujourd'hui ça a un coût malgré tous les avantages on peut identifier. On va s'aventurer un peu dans ces nouvelles organisations physiques du travail avec les open space, flex office, etc. Et les tiers-lieux qu'on évoquait à l'instant. Je voudrais tout d'abord revenir vers Coralie Cabarrus, me retourner à nouveau chez vous. Avant qu'on voit ce que l'on peut faire sur site ou ce qui a été fait sur le lieu même des entreprises pour accueillir les équipes, on évoquait le télétravail. Vous êtes chez vous, vous nous avez dit, vous êtes revenu vous installer en Guadeloupe et vous travaillez depuis votre maison. Alors, je ne sais pas si vous avez une famille nombreuse ou pas. Comment concrètement vous vous êtes organisé chez vous? Est-ce que vous avez un lieu à part, isolé? Comment ça fonctionne chez vous? Alors, le pire, c'est que je suis en travaux. Donc, en termes d'organisation, effectivement, moi je travaille pour l'instant effectivement dans ma chambre. Nous avons un bureau qui est effectivement en construction. Pour la petite histoire, j'ai une petite fille de 2 ans. Donc, effectivement, je travaille lorsqu'elle est à l'école idéalement. Pour le travail, il y a aussi le décalage horaire qu'il faut prendre en compte. Quand je disais, mes clients effectivement sont en hexagone et mon alternante aussi. Donc, je vais vraiment faire tout ce qui est entretien, rendez-vous, donc le matin, par exemple, de 7h à peu près 14h. En fonction, les entretiens, on peut aller jusqu'à 20h30 sur l'hexagone. Et ensuite, l'après-midi, ça sera principalement pour soit l'administratif ou bien mes relations avec mes clients ici en Guadeloupe. Donc, en termes d'organisation, ça sera ça. Tout à l'heure, j'ai vu une question sur quels sont les outils. Alors, effectivement, spécifiquement recrutement, donc je parlais tout à l'heure d'outils d'ATS qui peuvent être utilisés. Après, pour tout ce qui est management de projet, pour suivi des tâches, vous avez Miro, par exemple. Vous pouvez avoir Trello pour l'avancée des tâches, savoir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Ensuite, j'utilise aussi beaucoup OneNote avec mon alternante et mon stagiaire aussi que j'ai accueilli très récemment. Donc, c'est-à-dire qu'on va lister les tâches, on va faire des réunions ensemble. Je les laisse avancer sur leur activité. Ensuite, eux, ils cochent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Et à la fin de la semaine, on fait une deuxième réunion où on revoit et on retravaille ensemble les différents supports. Donc, en termes d'organisation, aujourd'hui, mon planning, c'est un peu ça. Et puis, le bon côté d'être au forfait, en fait, moi, je vais plutôt travailler avec eux à la tâche. Ça, c'est le bon côté que j'ai trouvé aussi sur le télétravail et surtout les cadres. Donc, il faut savoir que les employés vont plutôt être sur des horaires, donc par exemple travailler de 8h à 17h. Et souvent, les entreprises, à 17h, il faut pointer, où est-ce que tu étais, etc. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. On va plutôt être à la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'on va se dire, pour cette semaine, tu vas devoir, j'ai vraiment au hasard, créer un support de communication, créer une vidéo ou créer une animation. Et ça, on va se faire le point le mercredi. Je vais les laisser vraiment évoluer. S'ils ont des questions, ils pourront me contacter. Je reste disponible même sur WhatsApp aussi. On utilise beaucoup WhatsApp ici en Guadeloupe, donc pour échanger sur des documents, sur suivre l'avancée du support. Et ensuite, on se refait effectivement un point en fin de semaine. Et c'est là où j'analyse le rendu. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et peut-être qu'il y aura la question, oui, mais quand ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? J'avais une deuxième alternante. J'ai dû mettre fin effectivement au contrat parce que
en termes de présence, en termes de rendu, de qualité de travail. Une personne qui n'est pas investie et qui profite de cette liberté pour, on va dire, vaquer à ses occupations personnelles, vous le verrez dans tous les cas sur son travail. Dans tous les cas. Voilà, présente sur site ou à distance, on se rend compte quand quelqu'un ne travaille pas beaucoup. Alors, ça se voit de toute façon. Voilà, ça se voit. Merci, merci Coralie. Sandra, je vous en prie. Je me retourne à nouveau vers vous, cette fois pour évoquer ces évolutions dans l'organisation physique même des lieux de travail. Il y a donc ce qui se passe à la maison, on l'a dit, avec les avantages et les inconvénients, on le comprend bien. Sur site, on a eu, sur le lieu même des entreprises, on a eu plusieurs tendances. Il y a quelques années, la grande mode, c'était l'open space. On ouvre. Et puis, arrive Covid. Et on se rend compte que ces grands espaces ouverts, on ne peut plus avoir tous nos salariés là-dedans parce que le virus risque de circuler. Alors on va revenir un petit peu sur cette tendance et on a aujourd'hui de nouveaux concepts, le flex office, le bureau partagé. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces grandes tendances et peut-être les avantages et les inconvénients des unes et des autres, pardon. Alors oui, effectivement, les employeurs, les entreprises ont toujours eu une problématique de coût par rapport à l'immobilier, à savoir optimiser l'espace de travail pour limiter ce coût qui peut être conséquent selon la localisation ou le lieu où se trouve l'entreprise. Parce que commercialement, on peut avoir un avantage, par exemple, à être à Jarry. Mais voilà, quand on est à Jarry, on sait qu'au niveau des loyers, c'est assez conséquent. Donc la réflexion sur l'optimisation des espaces de travail, vous l'avez souligné vous-même, elle a toujours existé. Et oui, la crise sanitaire et les mesures de santé publique transposées à la santé au travail ont nécessité de revoir les aménagements existants. Donc moi, je dirais, par rapport à la pratique d'Indigo, qu'on a identifié deux phases. La phase où on était au pic de la crise sanitaire et où effectivement on était dans l'incertitude aussi du risque de contamination. Et donc là, on a plutôt veillé à évacuer, enfin en tout cas à limiter l'utilisation collective des espaces. Donc on a mis en place plutôt des plannings d'occupation des bureaux pour permettre justement de respecter les mesures qui étaient imposées par la distanciation, la jauge, parce qu'on a eu aussi dans les protocoles sanitaires qui ont été nombreux, les entreprises ont été accompagnées pendant toute cette crise avec une parution régulière des protocoles qui donnaient des conseils pratiques sur comment organiser les espaces de travail, ou en tout cas les principes d'organisation. Après, bon, la déclinaison, c'était autre chose. Donc, première phase, on devait justement veiller à être moins nombreux dans les locaux et à trouver des solutions et d'aménagement et d'utilisation des locaux pour protéger les salariés par rapport au risque de contamination. Deuxième phase, qui a été alimentée par les retours d'expérience de la première, c'est de se dire, mais en fait, on peut occuper les locaux autrement que ce qu'on a toujours fait, avec justement cette combinatoire entre le travail sur site et le télétravail. Parce qu'une des réponses qui était mise en place pour limiter cette utilisation collective, c'était de mettre une partie du personnel en télétravail et l'autre partie en travail sur site et d'alterner quand c'était possible, etc. Donc, ça a ouvert des possibles. Ça a ouvert des possibles sur un autre rapport à l'espace, ou en tout cas à l'occupation de l'espace au niveau des entreprises. On avait, dans certaines entreprises, par rapport à la nature d'activité, déjà la notion de bureau de passage, c'est-à-dire un bureau qui n'était pas attribué de manière nominative à une personne, parce que l'activité faisait que cette personne-là n'était pas à demeure. Alors, il y en a qui disent à demeure, à temps plein,
au niveau de l'entreprise. Donc, pour ces personnes un peu nomades, il y avait déjà l'existence des bureaux de passage où, en fait, quand on venait dans l'entreprise, on avait un endroit où on pouvait se poser pour réaliser ces tâches de bureautique. Voilà. Donc ça existait avant la Covid et les enseignements qu'on a pu tirer de l'occupation des espaces. Là, on va plus loin, mais j'ai envie de dire, par rapport à notre fonction d'ergonome, et attention, effectivement, on va plus loin dans le fait de rationaliser et d'optimiser les bureaux, quand vous avez fait référence au flex office. Le flex office, c'est peut-être une image un peu simplifiée, mais c'est du bureau de passage généralisé. C'est-à-dire que voilà, je regarde la collègue de l'ANACT, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que personne n'a de bureau. On arrive, on se pose, enfin, on occupe un bureau. Alors ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Alors ça a ses avantages pour l'entreprise, puisque du coup, alors attention, il y a toute une démarche pour mettre en place un flex office. C'est-à-dire qu'il faut évaluer le taux d'occupation des bureaux, parce qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation où je viens au bureau et je n'ai pas d'endroit où me poser. Donc voilà, ça ne se met pas en place comme ça. Il y a toute une démarche qui est proposée pour arriver à un flex office satisfaisant ou correct. Alors satisfaisant ou correct pour l'entreprise. Pour l'entreprise et les salariés. C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il y a aussi des secteurs d'activité où on est plus prompt à ce type d'occupation des bureaux. Vous voyez, voilà, on parle d'entreprise digitale. Voilà, une entreprise qui est familière à la digitalisation, au numérique, au travail à distance, mais qui a aussi conscience que le télétravail à 100% n'est pas une réponse, parce qu'on a besoin justement de régulations collectives qui sont des fois limitées par ce travail à distance. On a besoin de ce lien de sociabilisation qui il est quand même limité dans le travail à distance. Donc ces entreprises qui font le choix quand même d'avoir un espace physique, selon justement la nature de l'activité, mais aussi le profil des salariés. Voilà, il y en a qui vont s'accommoder plus facilement sur le flex office que d'autres. Parce que le flex office, on est aussi dans des situations où on voit des comportements un peu antisociaux qui se développent moi, je m'arrange pour arriver le premier, comme ça, j'ai le bureau qui est bien positionné. Alors, chez nous, c'est près de la clim. Chez eux, enfin, dans l'Hexagone, c'est près du chauffage, près de la fenêtre. Là où j'ai observé que c'est plus calme. Enfin, voilà. Donc, on comprend cette logique d'optimisation, de rationalisation des espaces. On comprend aussi que le développement du télétravail, les enseignements qu'on a pu tirer et les ressources aussi qu'on y trouve nous amènent vers une autre conception des espaces de travail. Mais faisons tout ça dans une démarche concertée. Parce qu'il y a un élément quand même qui a été positif, parce qu'on a parlé des difficultés de ce télétravail précipité, mais il y a des éléments aussi positifs qui sont ressortis du télétravail. On a parlé des salariés, des collaborateurs, des managers, mais par exemple en termes de dialogue social, alors dans l'expérience d'Indigo, alors peut-être que d'autres collègues témoigneront autrement, mais ça a imposé le dialogue social. La crise sanitaire a imposé le fait que les partenaires sociaux se parlent autour d'un objet commun, trouver une solution dans cette situation chaotique. Et donc, en tout cas, dans l'expérience d'Indigo, on n'a jamais vu autant de réunions CSE depuis la crise sanitaire que depuis la mise en place des CSE, mais même avant des CE et CHSCT. Donc, toutes les formes, je dirais, d'aménagement d'espace de travail peuvent se mettre en place si on le fait de manière participative, c'est-à-dire avec les managers et les collaborateurs concernés, et concerté, c'est autrement dit avec les partenaires sociaux. Voilà. On l'a dit, on l'a vu, on a eu cette tendance il y a une dizaine d'années, l'apparition des open space qui était devenue l'alpha et l'oméga de l'organisation physique des entreprises. Et puis,
voilà, c'est aujourd'hui beaucoup moins à la mode. On a donc ce flex office. Il y a également, il faut le dire, et vous allez pouvoir nous le confirmer, Sandra, il y a également une tendance à la mise en place d'espaces individuels. On l'a dit, il y a cette contrainte sanitaire, mais d'espaces individuels particulièrement réduits parce qu'il y a cette contrainte, effectivement, de l'immobilier. Alors, là où il y avait un bureau auparavant, qui était occupé en permanence, on se dit, bon, on va essayer d'en mettre 2 ou 3, les fermer, ce qui fait que chacun de ces bureaux est tout petit. Alors, heureusement, depuis des décennies en matière d'aménagement d'espaces de travail, on peut s'appuyer sur une réglementation, sur des normes et des recommandations ergonomiques concernant l'aménagement des espaces de travail pour aboutir à des espaces qui à la fois répondent aux besoins liés à l'activité des personnes et puis répondent aussi à des exigences en matière de sécurité. Parce que oui, voilà, il y a des ratios qui sont posés. Alors, c'est souvent des recommandations à travers les normes et les recommandations proprement dites. Mais en même temps, on a cette exigence de sécurité pour pouvoir évacuer rapidement un espace en cas de danger. Ici, si je me mets dans le contexte de la Guadeloupe, on a des risques particuliers qui sont par exemple le risque sismique. Si on arrive à un espace tellement exigu avec des accès aux postes et des circulations aux postes réduites, voire encombrées, là, nous, en tout cas à Indigo, on alerte l'employeur en lui disant bon, on comprend votre préoccupation et en même temps, vous avez une responsabilité vis-à-vis de la santé et de la sécurité des salariés. Donc, oui, par rapport à ce besoin d'espace individuel et ce besoin d'espace partagé, quels sont les compromis qu'on peut faire pour conserver des espaces qui soient correctement aménagés et permettre aux salariés de répondre à ce qu'on attend de lui parce qu'il a des objectifs à atteindre. Madame disait précédemment dans son intervention que ça se voit quand la qualité du travail n'est pas au rendez-vous. Et oui, l'aménagement d'un espace de travail, les moyens de travail qu'on met à disposition sont des déterminants essentiels de l'efficacité et de la qualité du travail qu'on produit. Donc, tout s'étudie. Le sujet, c'est quels sont les éléments qu'on prend en compte par rapport à cette étude. Voilà. Les besoins liés à l'activité, la réglementation, les normes et recommandations en matière d'aménagement d'espaces de travail, et puis, bien entendu, la participation des personnes qui sont directement concernées, parce qu'on ne conçoit pas un espace de travail uniquement avec un dirigeant ou un manager. Il faut associer l'utilisateur final, donc le collaborateur, quand il s'agit d'un espace dédié à cette personne. Après, justement, le télétravail nous a montré, et ça nous apporte une ressource, que on n'est pas là tous en même temps. Donc on peut aussi utiliser cette utilisation des locaux à temps partiel par certains, à temps plein par d'autres, pour faire justement trouver des solutions où il vaut mieux mettre moins de bureaux individuels, de 6-7 mètres carrés, passer plus à des bureaux individuels entre 8, 10, 12 mètres carrés que de donner à chacun un bureau individuel où il n'aura pas la place pour travailler. Et ça, le télétravail le permet, parce que justement, en jouant sur l'organisation, on retrouve des marges de manœuvre sur l'espace. Je vais demander dans un instant. Je ne sais pas si, du coup, mes explications ont répondu à votre question. Je regarde les autres collègues. Mais on va poursuivre. Et on va poursuivre dans un instant avec Alissa Darcourt, psychologue du travail, pour voir quels sont là aussi les effets, l'impact de ces changements physiques d'organisation sur le bonheur au travail des salariés. Mais je voudrais tout d'abord vous demander, Maïté Marie-Antoinette du CTIG, prenez un micro. Concrètement, chez vous, est-ce qu'il y a eu là aussi
des grands mouvements en termes d'organisation. Alors vous nous avez dit à un moment où on s'est retrouvé avec personne pratiquement sur site. Bien évidemment, depuis, la situation a évolué. Est-ce qu'il y a là aussi une réflexion autour de l'organisation physique même de l'entreprise ? Alors très clairement, pour rebondir sur l'intervention précédente, en écoutant ma voisine de débat, j'ai tout de suite eu en tête ces images paradisiaques des bureaux d'un géant du digital qu'on ne nommera pas, hein, dans la Silicon Valley, avec le baby-foot, l'espace pour faire la sieste, etc. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. On revient quand même d'une situation particulièrement problématique pour les entreprises. Certaines entreprises ont vu leurs locaux fermés pendant de longues périodes. Et comme c'était évoqué, un loyer surjarrit alors que le bureau est fermé. Il faut pouvoir rentabiliser les coûts. Donc effectivement, il faut arriver à trouver un équilibre entre le monde idéal, en prenant en compte tous les critères qui ont été déjà cités, la qualité de vie, l'activité de l'entreprise, les salariés eux-mêmes. Effectivement, ce dialogue social avec le CSE est important, mais il est surtout pour nous primordial d'anticiper sur la suite et d'être flexible finalement sur ces possibilités qui permettent à l'entreprise d'optimiser peut-être effectivement un loyer et aussi de capitaliser sur cette nouvelle manière de fonctionner des salariés qui finalement leur a permis aussi d'être parfois plus autonomes. Et plus autonome, ça veut dire de donner plus de sens à leur mission. On travaille déjà sous forme de projet. On est plutôt dans un management sur objectif, sur résultat, plutôt que quelque chose de pyramidal et de direct, parce qu'on travaille, c'est l'activité de l'entreprise, sous forme de projet, mais il faut trouver maintenant un équilibre. On pense d'ailleurs à déménager très concrètement, parce qu'aujourd'hui, les locaux dans l'école dans lesquels nous sommes ne correspondent pas. En plus, superbes locaux dans lesquels vous êtes, tout de même. De point de vue extérieur, oui. C'est une bâtisse classée, effectivement, mais voilà. Pas forcément très efficace et très... Et puis on revient sur les principes de sécurité. On rappelle que l'employeur est garant de la sécurité de ses salariés. Il y a tout ça aussi à prendre en compte, mais l'important, c'est vraiment ce point d'équilibre entre tous ces critères, tous ces éléments essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Alissa Darcourt, ça joue sur la qualité de vie au travail des équipes, des salariés, l'organisation physique, avoir un grand ou un petit bureau, n'avoir pas du tout de bureau, tout ça, ça joue, ça a un impact. Alors oui, c'est un impact. Oui, tout à fait, c'est un impact. Alors, il est vrai que selon les collaborateurs, puisque c'est aussi une question de personnes, je pense que je vais peut-être changer de... Donc, je disais que oui, cela a un impact. En effet, il y a aussi la question de l'individu, puisque finalement, selon les individus, les personnes seront plus ou moins sensibles aussi à avoir un certain cadre. Quoi qu'il en soit, il est en effet indiscutable que cela a un effet en fait sur la qualité de travail, le fait de pouvoir déjà être dans un environnement qui nous permet de pouvoir se concentrer, de pouvoir aller au bout de nos tâches, d'avoir aussi naturellement les équipements qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est très important. On parle d'environnement de travail au niveau de la qualité de vie au travail, donc il est clair que cet environnement, être dans un environnement dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai tous les outils pour atteindre mes objectifs, va influencer, alors j'ai envie de dire l'état d'esprit de la personne qui va au travail, mais également son efficacité. On a aussi parlé pas mal de tous ces nouveaux outils qui ont été mis en place. Également le fait de pouvoir, lorsqu'il y a justement ce type de nouvel aménagement qui prend naissance dans l'environnement professionnel, de pouvoir impliquer les individus. Et ça aussi, c'est important que les personnes finalement soient impliquées dès le départ dans ce type de processus, puisque finalement, ça va aussi minimiser les freins au changement, parce que les êtres humains, on n'aime pas trop quand ça bouge. Et il faut aussi accompagner, impliquer les collaborateurs, parce qu'eux-mêmes peuvent aussi apporter des solutions intéressantes, puisque c'est leur quotidien, leur activité. Et c'est vrai que ça, c'est primordial pour que justement il y ait une réussite dans cette nouvelle dynamique qui s'instaure. Et vraiment, prendre l'humain en considération et l'impliquer, c'est aussi une clé pour justement voir
de beaux résultats par la suite. Et on parlait justement de ces outils numériques. Pareil, accompagner cette transition au changement en informant les collaborateurs, c'est primordial, en formant les collaborateurs. Parce que comme je disais, selon les individus, on n'a pas tous la même sensibilité, la même aisance avec les outils digitaux. Et c'est vrai que ça peut créer des frustrations. On a parlé aussi de confiance. Et là encore, c'est vrai qu'avec tous ces nouveaux outils, il y a aussi eu cette crainte de « je suis fliqué », de quelque part. Alors c'est vrai que finalement, quand on est sur du digital, il y a aussi une traçabilité de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Et ça a aussi créé cette crainte de dire, ben voilà, je suis fliqué, il faut que je sois encore plus efficace, il faut que je montre que je fais plein de choses, etc. Et donc là encore, il s'agit vraiment d'expliquer aux collaborateurs de manière très transparente ce qui est mis en place, comment c'est mis en place, parce que derrière, ça va aussi engendrer d'autres réflexions et un certain stress aussi. Donc tout ça, pour moi, ce sont des éléments qui vont influer sur la réussite déjà le bien-être au travail, mais également de manière efficace, de manière globale, sur l'efficacité de l'activité. Je comprends de ce que vous dites, Alissa, on peut difficilement établir peut-être un bilan global. On a vraiment un tas de situations particulières, spécifiques, et dans telle entreprise, le télétravail va bien fonctionner et donner de bons résultats. Dans d'autres, un peu moins. Dans la même entreprise, il y a sans doute des collaborateurs qui vont gagner en efficacité, d'autres qui vont perdre. C'est ça le... Alors, il est vrai que c'est compliqué finalement de faire voilà, de globaliser ce qui est dit. Ça va vraiment dépendre des entreprises, de la manière dont ça a été amené, mais également on a parlé beaucoup de l'aspect financier. C'est aussi ça, c'est que toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens non plus de pouvoir acheter tout ce qu'il faut. Donc c'est clair qu'on ne peut pas parler pour toutes les entreprises, et encore plus parce qu'on est aussi sur de l'individu et chacun vit les choses de manière différente. Mais c'est vrai que la manière dont les choses seront mises en place et l'accompagnement qui va être fait va être quand même un gage de réussite, j'ai envie de dire. Noélie ? J'aimerais revenir sur les iniquités au niveau personnel. Donc, comme on l'a dit, les salariés ne sont pas tous égaux par rapport au télétravail. Il faut savoir que notamment quand on parle par exemple de violence conjugale, on a une femme sur deux qui sont des travailleuses. Donc quand on va imposer le télétravail à certaines personnes, on ne sait pas non plus dans quel contexte elles sont dans leur environnement familial. Il y a aussi le contexte des familles monoparentales qui vont devoir gérer le temps de la maison, donc ça va être l'entretien, le temps scolaire aussi, puisqu'à un moment donné, il n'y avait plus forcément l'école n'ouvrait pas, et puis même qu'il y ait école ou pas quand on a les enfants en bas âge. Donc toutes ces choses-là vont venir perturber justement l'efficacité au niveau du télétravail. Et on a également, donc du coup j'ai parlé de l'inégalité au niveau on va dire de la temporalité. On a aussi, au niveau de l'espace, on l'avait dit qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément de lieu adéquat ou encore de connexion Internet. On a aussi vu que certaines personnes, ne serait-ce qu'au niveau du rapport à soi, toujours au niveau du télétravail, on ne va pas forcément s'apprêter ou avoir tendance à vouloir bien paraître. Je pense qu'on a tous vu en visio les personnes qui sont en chemise et qui sont en caleçon. Donc du coup, ça va changer vraiment pas mal de choses par rapport à la façon dont on va se traiter. Et ça va aussi jouer au niveau des RPS, puisqu'on va voir venir de nouveaux risques psychosociaux. De nouveaux risques psychosociaux lors du télétravail, puisqu'on n'est plus en collectif, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux. Donc si on n'a plus le collègue, on ne voit plus le collègue à la machine à café qui va permettre de décompresser peut-être du stress inhérent à une tâche, le client difficile. Donc ça va peut-être amener à avoir d'autres modes de compensation. Donc ça peut amener à être plus dans on va dire, des comportements addictifs.
l'alcool, par exemple. Donc, l'idée de mettre le télétravail, de l'imposer ou de mettre quelques jours, au même titre que de pouvoir aménager un bureau, toutes ces choses-là se font vraiment en étant à l'écoute du salarié et vraiment en prenant en compte son environnement personnel, sa santé psychologique. Et tous ces éléments-là font appel, je dirais, à une nouvelle compétence qui est l'intelligence émotionnelle aujourd'hui chez les managers. Donc, voilà. L'intelligence émotionnelle chez les managers. Alors c'est intéressant ce que vous nous dites à nouveau, Noélie. Tout ce que vous avez dit depuis le début était intéressant, je vous rassure. Mais ça aussi, c'est intéressant parce que justement, je voulais qu'on s'intéresse. On a beaucoup parlé des équipes. Je voulais qu'on prenne quelques instants pour parler des managers, parce que pour eux aussi, la donne change. Il y a cette notion de management éventuellement à distance, y compris sur la question physique de l'organisation, de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, le manager, lui, il doit forcément conserver un bureau ? Alors, il y a des études qui ont démontré que justement, lorsqu'on demandait aux salariés de manière générale s'ils souhaitaient plutôt passer, est-ce qu'ils étaient pour le flex office ou pas, on a vu que 80% des salariés préféraient avoir un bureau attitré, puisque déjà ça leur permettait d'être dans un environnement plus sécure. On peut avoir la petite photo de famille, la photo du chien ou du chat. Donc on peut vraiment se constituer un environnement qui va être sécurisant pour soi. Et le manager, lui, étant donné qu'il est là plutôt en tant que facilitateur, il va créer du lien, donc il va plus se déplacer. Il n'a pas forcément à faire des tâches qui soient longues à réaliser, puisqu'il est amené à être sur différents espaces. Donc il a tendance à plus apprécier, solliciter le flex office que le salarié. Voilà. Pour compléter ce que Noélie disait, donc aujourd'hui, non, je ne pense pas que le manager ait besoin d'avoir forcément un bureau. Comme elle le soulignait, il est plutôt amené à justement être un peu partout. Après, cette nouvelle organisation a quand même créé aussi d'autres difficultés pour le manager. Déjà, apprendre à, comme on disait, manager à distance, finalement, ce n'est pas si aisé que ça, puisqu'il faut mettre en place une nouvelle organisation de travail. Parfois, ça peut aussi augmenter certaines charges de travail, puisque durant cette période, on a aussi eu beaucoup de collaborateurs qui étaient malades. Donc, il faut réaménager mon organisation, sachant que j'ai 2-3 collaborateurs qui ne sont pas disponibles. Donc, il faut aussi que je puisse pallier à cela. Donc, quelque part, ça a aussi engendré d'autres difficultés pour les managers, à la fois devoir gérer ce qui se passe sur le terrain quand ils sont sur place et également gérer ce qui se passe à distance. Et pareil, quand eux ne sont pas forcément sur le terrain, il faut pouvoir quelque part communiquer de manière efficace avec les collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc finalement, tout ça aussi, ça a quelque part changé leur manière de fonctionner et ça a aussi engendré de nouvelles difficultés. Florence Dorsil, consultante en transformation digitale. Prenez le micro également. Florence, sur cette question des managers, à nouveau, on a beaucoup parlé des équipes, mais ce sont les managers qui doivent piloter en quelque sorte ces évolutions, ces changements, ces transformations. C'est pas facile pour eux non plus. Alors, je vais essayer de dissocier mon parti pris personnel de l'aspect professionnel. Alors, pour les managers, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Ils ont effectivement un rôle de facilitateur, de chapeauter en fait ce qui va être fait par les équipes opérationnelles. Effectivement, si je donne un avis là-dessus, parce que ce n'est pas mon expertise aussi, de savoir s'ils doivent avoir des bureaux ou pas, parce que nous, on opte pour la digitalisation pour permettre à tout le monde de mieux fonctionner ensemble. Je pense qu'effectivement, le manager va plus impulser quelque chose auprès des équipes, et notamment, on va moins se concentrer sur, comment dire, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va plus interroger les équipes, et par rapport aux équipes, ramener des informations au manager et mettre en place des outils pour lui permettre d'avoir une meilleure, comment dire, circulation de l'information. Voilà.
Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? Merci. Je crois qu'on a eu des regards complices avec ma voisine sur le besoin du manager d'avoir un bureau, donc en fait un espace physique sur site. Je dirais que professionnellement, je pencherais pour qu'il ait un espace physique sur site. Pourquoi ? Parce que effectivement, par rapport à cette notion, ce concept de management hybride, il a toujours une partie de son équipe en présentiel ou en télétravail. Et lui-même a aussi cette possibilité qui lui est offerte d'être en présentiel et en télétravail. Après, si on penche sur le fait que, oui, mais sa fonction, c'est d'animer. Donc, en fait, voilà, il va passer d'un bureau à l'autre ou il va organiser des réunions. Et donc, on pourrait lui proposer un bureau de passage et la salle de réunion. Et par rapport à sa fonction d'animation, ça suffirait. En tout cas, ça répondrait. Le manager, il n'a pas qu'une fonction d'animation. Et combien de managers vous disent que leur journée commence après que les collaborateurs soient partis et en tout cas une deuxième journée commence, pas la journée, une deuxième journée commence parce que voilà, tout est calme. Ils vont pouvoir se concentrer sur des tâches administratives, sur de la planification, sur de la prévision. Et puis, on parlait d'essayer d'optimisation des espaces de travail, mais combien de managers sont aussi impliqués dans l'opérationnel? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que dans cette fonction d'animation, d'encadrement. Certains ont des portefeuilles de clients propres, certains ont des dossiers techniques en propre, etc. Et donc, par rapport à ce large panel d'activités du manager, en tant qu'ergonome, et je ne parlerai pas pour tous les ergonomes, mais en tant qu'ergonome, les managers qu'on rencontre ont ce besoin d'avoir cet espace physique qui leur est propre. On parlait tout à l'heure du flex office. Le flex office, ça vous demande un temps d'installation et de désinstallation tous les jours que vous venez dans l'espace consacré. Ça veut dire que comme le bureau ne vous appartient pas, il faut vous installer et puis régler le siège, positionner l'écran, s'il y a un double écran, le téléphone, la souris, etc. Il faut s'installer sa base parce qu'on a des stations d'accueil, etc. C'est souvent des bureaux qui sont aménagés avec des ordinateurs portables. Donc, la station. Donc, tous les jours, on s'installe, on se désinstalle. Un manager, s'il doit tous les jours, ou en tout cas fréquemment, parce qu'il a une partie de son équipe en télétravail, en travail sur site, s'installer, se désinstaller et le faire en fin de journée pour faire toutes les autres tâches que je viens de décrire, je pense que très rapidement, il ira voir son supérieur et il va lui dire « Tu peux me privatiser un espace parce que pour moi, ce n'est pas tenable. » Voilà. Merci. Et je crois que ma voisine voulait peut-être de par son expérience. Alors Maïté, on vous écoute pour votre témoignage. Ensuite, on a une question dans la salle. Oui, je vais faire très court puisque je suis complètement en accord avec ce qui a été dit. Je voulais simplement souligner, de par mon expérience, que le manager, et particulièrement le manager de proximité, a très souvent la tâche la plus difficile, voire la plus ingrate de l'entreprise. Littéralement, il est entre le marteau et l'enclume. Et malheureusement, bien souvent, c'est la strate des collaborateurs la plus oubliée, à la fois des entreprises, mais aussi des collaborateurs. Voilà. Merci pour ce rappel, Maïté. Madame, on vous écoute. Bonjour. Alors, en principe, le micro est ouvert. Vous avez un petit bouton dessus. Il faut. Voilà, c'est vert. Il n'y a plus qu'à monter le curseur. Allons-y, on vous écoute. C'est bon pour vous. C'est pas grave, je parle assez fort. Exact. Bonjour à tous et à toutes. Rapprochez-le tout de même. Oui. Alors, je vous avoue que je suis très, très concentrée sur ce que vous dites. Et ça, quand on est passé à la partie manager, j'avoue que tout en moi réagissait. Je ne suis pas certaine que vous n'ayez pas réagi. Parce qu'en fait, je suis moi-même manager. Je gère une équipe. J'ai géré beaucoup de grosses équipes et des plus petites qui demandent plus de proximité. Et en fait, le manager a une vraie responsabilité auprès de ses collaborateurs. Et le manager a besoin d'un temps d'arrêt, a besoin d'un cadre pour pouvoir se préparer à gérer la journée,
à encaisser ce qui est encaissé, à faire tampon. Et mentalement, un manager qui n'a pas cet espace à lui n'est pas un manager efficace. Parce qu'il n'a pas de cette capacité à sortir du quotidien, à sortir des demandes. Moi, je sais que quand je commence à 7h du matin, je suis là à 6h30, c'est pas parce que j'ai envie de voir Jarry et que je trouve que c'est sympa. Non, c'est parce que j'ai besoin d'un moment de tranquillité, toute seule, pour pouvoir commencer ma journée. Et je finis généralement à 21h. Je gère une agence d'intérim. Vous ne pouvez pas, en fait, avoir ce temps de tranquillité en étant avec d'autres personnes, parce que vous êtes sollicité. C'est-à-dire que vous arrivez, la réponse va arriver aussi, bizarrement, parce qu'on doit vous poser les questions pour X et Y raison. Et ce que je voulais dire par rapport à la qualité du travail qui est mise en place par le manager, il n'est pas là simplement pour animer, pas du tout même. C'est-à-dire qu'il est là pour mettre des stratégies en place à plusieurs niveaux et domaines. C'est-à-dire qu'il va être dans le domaine social, relationnel, il va être dans la stratégie commerciale, organisationnelle, mais même psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir... Moi, je vois mon bureau, des fois j'ai envie de dire, est-ce que j'ai changé d'activité et on ne m'a pas dit? Parce que vous devez gérer également ça. Donc ça veut dire que la qualité du travail, c'est pour les salariés, mais à mon avis, ça devrait commencer par les collaborateurs dans la strate de management et décisionnel. Parce que vous ne pouvez pas mettre un bon cadre de vie si au niveau de la tête, ça ne passe pas. C'est très compliqué. Et le fait d'avoir son espace, je pense que c'est juste essentiel pour le manager. Et juste pour dire, à un moment donné, vous avez expliqué qu'il y avait certaines personnes qui devaient rester parce qu'on est d'utilité publique, de nécessité. Et en fait, l'intérim en faisait partie. Et mes collaborateurs, ils ont tous dû venir à l'agence pour éviter... Pour respecter la distanciation sociale, on a alterné, on a fait en sorte qu'ils viennent à des plannings bien précis. Et l'organisation qui a été nécessaire était beaucoup plus importante qu'on ne pensait. Parce que s'ils sont chez eux, ça va. S'ils viennent, ça va. Mais quand on doit alterner pour les deux, c'était très compliqué. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que ce que vous avez dit, c'est vrai. Dans la réalité, ça demande beaucoup d'organisation et ça nous sollicite beaucoup les managers. Je n'interviens plus, c'est fini. Alors, merci beaucoup. Répondez. Oui, alors j'aimerais du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit, qui en effet apporte vraiment du liant et de l'expertise aussi terrain. Donc vous avez raison, c'est-à-dire que toutes ces questions, c'est pas que le salarié, c'est-à-dire que tous les collaborateurs ont besoin d'être entendus et d'être écoutés. Et quand je parlais de la dimension individuelle, c'est que finalement, tous les collaborateurs, peu importe leur strate, vont avoir besoin d'être écoutés pour savoir ce dont ils ont besoin. Et tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Et d'où l'importance justement d'être vraiment à l'écoute pour adapter l'environnement de travail. Et voilà, comme vous disiez, moi aujourd'hui, vous avez besoin de ce SAS. Donc voilà, c'est nécessaire à votre efficacité. D'autres auront besoin... alors, je sais que par exemple, certains apprécient aussi les temps de télétravail parce qu'ils peuvent aussi mieux gérer le flux. Ou voilà, quand ils ont une demande, c'est par mail. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir cette réponse immédiate. Et quand vous êtes sur place, naturellement, on se jette sur vous. Et tout le monde fait la file devant votre bureau en se disant « mais il faut que je te voie, j'ai une question ». Donc, tout ça aussi, c'est vraiment la part individuelle qui est aujourd'hui très importante parce que souvent, il y a des choses qui ont été mises en place et on a dit aux personnes « c'est comme ça ». Et je pense que cette crise aussi a permis quand même d'aller sur une nouvelle réflexion et un nouveau lien à l'individu, de se dire, on va peut-être réfléchir collectivement et justement parfois regarder par rapport, comme disait Noélie, à l'environnement de la personne, aux besoins, et j'insiste sur cette question du besoin. Qu'est-ce qu'on met en place pour répondre aux besoins de la personne afin qu'elle soit toujours plus efficace, mais surtout qu'elle se sente bien pour aller au bout de ses tâches. Karine Babu.